Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... J'en avais parlé dans une vidéo et j'avais dit que s'ils voulaient faire de l'obligation vaccinale, ils étaient obligés de légiférer. Légiférer, ça veut dire abroger, suspendre un certain nombre de textes, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de règles. L'un d'entre vous, dans ma précédente vidéo, nous a donné un listing très exhaustif de ces fameuses règles qui vont à la fois du code éthique médical, qui vont à la fois de la loi de 2002 de Kouchner. Et ben Macron a tout simplement trouvé la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire la dissuasion. C'est-à-dire une obligation vaccinale maquillée, dissimulée derrière l'usage du pass sanitaire pour la raison de protéger les soi-disant non vaccinés d'être contaminés par des vaccinés ou inversement. Et donc du coup, eh ben, voilà, on est en face de quelque chose qui a abasourdi finalement les Français et pas que. Beaucoup de pays étrangers aujourd'hui, eux aussi, sont un peu abasourdis par ce qui est en train de se passer en France. Surtout pour ceux qui considèrent la France comme étant le pays des Lumières, des libertés, des droits de l'homme. Eh bien aujourd'hui, force est de constater que la France est aujourd'hui au sommet de la dictature sanitaire, parce que je pense que le terme dictature sanitaire, aujourd'hui, est le terme le plus approprié pour en arriver à ce point. Et je dirais même arriver à ce point de même continuer dans l'absurde. On veut vacciner les gens. En revanche, avec ces nouvelles règles sanitaires, on vient d'apprendre aujourd'hui par exemple que les entreprises qui accepteront des personnes non vaccinées, eh bien s'exposeront à une amende de 45 000 €. Qui va constater le délit? Si ce n'est des policiers qui pour l'instant n'ont pas d'obligation vaccinale. Donc on est devant une aberration absolue de voir des gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas d'obligation d'être vaccinés, contrôler des Français, savoir s'ils sont vaccinés ou pas. Savoir s'ils ont droit de fréquenter ces endroits, s'ils sont vaccinés ou pas. Le pass vaccinal sur les trains, les bus, les avions pour les longues distances. Et là, on vient d'apprendre que ne sont pas concernés les TER, les trains franciliens, les métros, les bus. Quelle est la différence entre les bus et les cars? Quelle est la différence entre le métro, les trains transiliens, le TER, et les trains sur les longues distances, voire les avions? Aucune. Je suis partisan aujourd'hui de dire qu'en réalité, Macron est en train de vous tester. De tester la résilience des Français. Alors, aujourd'hui, 14 juillet, défilé sur les Champs-Élysées. Alors, certains disent qu'il n'y avait personne. Alors, si, il y avait des gens. Malheureusement, il y a toujours des gens. Sauf que, en effet, il s'est fait huer, etc. C'est de la mascarade, tout ça. C'est de l'apparat. Des manifestations ont été organisées ce 14 juillet dans pas mal de villes. Les médias s'efforcent de dire que oui, il y a eu des manifestations. Ils étaient quelques milliers. Quelques milliers. Voilà, c'est pas très représentatif, quelques milliers. La République est morte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si les Français demain ne bougent pas, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le pass sanitaire qui sert d'outil de dissuasion pour obliger les gens à se vacciner. On a vu 740 000 demandes de vaccination sur Doctolib. J'ai envie de dire, est-ce que ces 700 000 personnes, est-ce qu'on peut considérer, je dis bien, est-ce qu'on peut considérer que ce sont les mêmes qui, sous l'occupation, par complaisance, ont joué le jeu de l'autorité de collaboration? En fermant les yeux, ou voire même dénoncer son voisin, parce qu'on ne l'aime pas.
faire comme ces Américains qui, lorsque le Patriot Act a été signé après les attentats du 11 septembre, eux aussi ont très largement pris le pli de ce patriotisme et ont contribué à dénoncer eux aussi leurs voisins parce qu'ils ne l'aimaient pas. Dénoncer leurs voisins parce qu'ils ne l'aimaient pas comme étant ou en ayant vu des activités un peu bizarres, étranges, fréquentant des gens d'origine arabe, etc. Voilà. Et bien malheureusement, oui, en France, il y a ces gens-là aussi. C'est-à-dire qu'il y aura ces gens qui vont dénoncer des bars ou des restaurants qui, pour sauver leur business, essaieront de se mettre hors la loi et accepteront des non-vaccinés et se torcheront le cul avec le pass, mais seront dénoncés par des clients. Ces supermarchés qui sont peut-être dénoncés par des Français parce qu'ils se sont rendus compte qu'on peut y rentrer sans contrôle ou vérification du pass. Inversement, il y aura aujourd'hui comment ils vont faire les commerçants, comment ils vont faire les supermarchés, comment ils vont faire les cinémas, les théâtres, les salles de concert, pour contrôler. C'est-à-dire contrôler le billet, mais Ausweis, papier, bitte, contrôler votre passe sanitaire, savoir si vous êtes à même de pouvoir rentrer dans notre cinéma. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit de rentrer dans notre cinéma. Alors évidemment, c'est temporaire. Mais je vous rappelle qu'il y a eu des lois et des décrets temporaires qui finalement sont rentrés dans l'institution. La preuve, c'est que là, votre Parlement, votre représentation nationale, l'Assemblée nationale, le Sénat, vont voter la prolongation de l'état sanitaire, qui normalement devait se terminer, je crois, fin septembre, jusqu'au 31 décembre. 31 décembre étant aussi la date à laquelle le pass sanitaire dans la loi sanitaire doit disparaître. On peut s'attendre que le 23 ou 24 décembre, fête de Noël, il passe un petit décret pour faire une prolongation jusqu'au 31 avril 2022. Hein ? Je vous rappelle que les résultats qui devront être déterminants pour savoir quels sont les vaccins les plus efficaces contre le Covid ne commenceront qu'à partir de 2022 et s'étaleront jusqu'en 2023. Donc jusqu'en 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, les premiers vaccins qui ont été lancés, alors je crois qu'il y a le Moderna, je crois que c'est le Moderna qui va être le premier à avoir ces phase 3 qui se termine l'année prochaine, si les résultats sont plutôt bons, auront, eux, leur agrément définitif, pardon. Mais pour l'instant, il est toujours dans la phase expérimentale. Et le fait de vouloir imposer une vaccination, oui, mais le problème, c'est encore une fois de plus, là, on est hors la loi dans le sens où ce sont des vaccins expérimentaux et pas des vaccins confirmés. Bon. Déjà, en temps normal, on est obligé de demander le consentement. Donc c'est pour ça que légiférer sur une obligation vaccinale est compliqué. Alors que là, en faisant tomber le couperet du pass sanitaire pour accéder à certains endroits, c'est de l'incitation. C'est de l'incitation, c'est de la dissuasion, tout simplement. Alors, certains diront c'est une atteinte aux libertés. Oui et non. Sur le plan éthique et moral, oui, c'est une atteinte flagrante aux libertés fondamentales comme jamais on en a eu en France. Même dans les périodes troubles, que ce soit pendant la guerre d'Algérie avec l'OAS, que ce soit pendant mai 68, on n'a jamais vu ça. En revanche, sur un plan législatif, ça rentre parfaitement dans le cadre de la protection sanitaire de la population.
le gouvernement prend ses responsabilités de ne pas permettre l'accès à des gens possiblement contaminables ou contaminants parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le problème c'est que si vous ne réagissez pas aujourd'hui, alors comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'avais annoncé qu'il y avait des appels à manifester, etc. En effet, il y a eu des manifestations. Sauf que ces manifestations, à Paris, un petit peu de répression, normal, c'est Paris. C'est plus suffisant. Vous le voyez bien. Plus pendant les vacances. Je pense que les manifestations aujourd'hui font la démonstration qu'elles ne servent plus à rien. Ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à foutre. Vous pouvez manifester même tous les week-ends comme le font les Gilets jaunes. Ça fait depuis 2 ans que les Gilets jaunes sont dans la rue tous les samedis. Ils n'en ont rien à branler. Donc là, maintenant, c'est quoi la solution? Élection présidentielle. Attendons-nous à ce que ceux qui, éventuellement, seraient en opposition se prennent des plaintes, des procès, ou des affaires ou des scandales dans la gueule quelques semaines avant le premier tour. On est actuellement sur une idée que peut-être Xavier Bertrand serait l'homme désigné pour remplacer Macron face à Marine Le Pen. Bertrand qui, je le rappelle, a une fascination pour les Chinois, et qu'on a établi que ce dont il prévoit de faire, etc., aurait un coût de 33 milliards d'euros de budget, et qu'en plus de ça, il persiste et signe à faire de la réforme de la fonction publique. Donc c'est-à-dire qu'on continue la destruction de la fonction publique. Moi, je suis désolé, là, dans l'état actuel de la situation, il y a soit un coup d'État ou une révolution. C'est tout l'un ou tout l'autre. Mais ce n'est plus par des institutions, ce n'est plus par le processus démocratique que vous sortirez de la merde dans laquelle on est en train de vous mettre. Ou alors l'autre solution, quitter la France. Ou tout du moins quitter les grandes villes. Allez vivre dans des petits villages, dans des petites campagnes, où là, personne ne viendra vous emmerder, vous pourrez peut-être, sans être vacciné, aller prendre votre petit café en terrasse, parce que de toute façon, personne n'ira vous le dénoncer, contrairement aux grandes villes. Parce que, aussi, réfléchissons bien une chose, ces mesures sanitaires qui ont été prises avec le pass va confirmer aussi le fait que Macron veut détruire les petits commerces. Parce qu'il y a des petits commerces qui déjà ont du mal à se relever, alors là, le coup près est tombé. C'est-à-dire qu'on va on leur interdit d'accepter des clients non vaccinés. Vous imaginez le problème que ça va poser? Vous imaginez que sur le nombre de non-vaccinés, il va y avoir des gens qui vont péter les plombs, qui vont devenir violents? Comment vous allez gérer ça? Et que s'il y a des gens qui vont devenir violents, est-ce que vous croyez que ça va inciter les gens à aller sur les terrasses ou dans les bars? Oui, bien sûr, il y en aura toujours. Il y a toujours les générations... comment on appelle ça, la génération ah mince, je cherche le mot, du divertissement, voilà. Ces générations du divertissement, du plaisir, qui continueront à aller dans ces endroits-là, et d'ailleurs sont même des vaccinés, parce que voilà, être vacciné, finalement, c'est garder cette liberté de pouvoir aller s'amuser tous les week-ends, le vendredi, aller en boîte, au bar, au restaurant, etc., en se débarrassant du problème éthique que ça pose. Parce que là aussi, qu'est-ce qui va être testé? C'est la solidarité. Est-ce que la solidarité va fonctionner? Est-ce que des vaccinés vont boycotter les bars, les restaurants, les supermarchés, les théâtres, les cinémas, etc., en solidarité avec les non-vaccinés, par principe? Est-ce qu'ils vont le faire? Il y en a qui le feront, peut-être, certainement. Et ceux-là
on les en remercie de cette solidarité qu'ils vont avoir pour les non-vaccinés. Mais ça risque pas d'être la majorité. Mais cette majorité, elle sera insuffisante pour le business. Alors surtout les cinémas, par exemple. Les cinémas, tout de suite, se sont inquiétés parce que, ouais, mais attendez, nous, là, cet été, on va sortir des blockbusters. En effet, les 12-18, les 12-25 ans, dont les vaccinations n'ont commencé qu'il y a quelques mois, ne vont pas pouvoir avoir le pass vaccinal, donc ils ne vont pas pouvoir aller au cinéma. Et vous allez nous faire perdre du chiffre d'affaires. Alors, paraît-il qu'ils vont peut-être faire des mesures d'assouplissement concernant les adolescents, etc. Mais en revanche, on a bien précisé qu'à partir du 30 août, les adolescents, pass vaccinal. Obligatoire. À la rentrée. Alors attendez, si même les adolescents doivent avoir un pass vaccinal à partir du 30 août, comment ils vont faire pour les écoles, les lycées, les collèges? C'est-à-dire que les gamins qui ne sont pas vaccinés, vous allez les refuser? Oui, mais on fera de l'exception. Mais attendez, vous allez faire l'exception dans les écoles d'un brassage de vaccinés et de non-vaccinés? Alors si vous l'acceptez dans les écoles, parce que évidemment, ça risque de faire des... Dans ce cas-là, votre passe sanitaire dans les cinémas, les théâtres, n'a plus aucune raison d'être. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien aujourd'hui une stratégie pour tester la résilience du peuple. Quelle va être la proportion? Comment on va gérer les choses face à ce peuple français qu'on disait d'être un peuple chaud, latin, contestataire? Alors en effet, il y aura de la contestation, mais vous savez que la contestation, on a bien vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Ils ont adopté des stratégies de la peur, la stratégie de la terreur. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne font plus manifester avec les Gilets jaunes parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se prendre un LBD dans la gueule. Et on va continuer là-dedans. C'est-à-dire qu'on va finalement pousser les gens à gueuler dans leur coin, mais finalement ne plus être solidaires, ne plus forger l'idée du nombre pour faire de la force contre le totalitarisme d'État. Donc, soumission, asservissement, petit mouton. C'est déjà le cas, de toute façon. On le voit bien, qu'il y a des générations de Français qui aujourd'hui sont tellement individualisés, tellement immatures, tellement infantilisés, que tant qu'ils peuvent préserver, peuvent garder leur petit mode de vie, leur petite vie tranquille, leur petit mode de consommation, etc. S'il faut se vacciner, on sera vacciné, puis voilà, puis on conservera notre petite vie. Ben oui, mais pour conserver votre petite vie, ça veut dire que finalement, vous cédez. Et plus vous cédez, plus on va vers une société de caste, une société hiérarchisée. Il y aura les bons citoyens et les mauvais citoyens. Et vous serez toujours des bons citoyens parce que vous serez dans la complaisance, vous serez dans la consensualité, vous accepterez, bon an, mal an, l'idéologie, la politique, la pensée unique, parce que ça vous permettra de préserver vos petits avantages, votre petite vie bien tranquille, consumériste, de loisirs, de plaisir, au détriment de vos compatriotes qui, eux, posent les bonnes questions, vont résister, vont être en dissidence, etc. Et là, on s'orientera exactement vers la société d'Aldous Huxley du meilleur des mondes. À quelques différences près dans la forme, si vous voulez, mais dans le fond, vous aurez les bien-pensants, les bons petits moutons, les bons petits soldats idéologiques, et de l'autre, les moutons noirs, les dissidents, les terroristes. Je rappelle,
On n'appelle pas des résistants, on appelle des terroristes. Je rappelle que la loi sur les séparatismes n'a pas été faite que pour l'islam radical. Il a été fait pour un ensemble de mouvements, de pensées, de gens considérés comme séditieux, comme pouvant menacer l'intégrité et la sécurité de l'État. Quand vous opposez un président de la République à son gouvernement, aux institutions, vous êtes un opposant qui menace la sécurité de l'État. Donc vous êtes un terroriste. Hein, l'importance des mots. Là, aujourd'hui, je vais vous dire, je suis bien content de vivre aux États-Unis. J'ai une grosse pensée pour vous, hein, mais... Oui, l'associé du diable. Vous avez fait la remarque, hein, il y en a un d'entre vous qui a fait la remarque, que là, cette affiche, elle prend tout son sens. Je dirais même celle-là, elle prend tout son sens. La trahison. La trahison pour sacrifier un homme. Parce que l'homme, hein, je ne sais pas si vous avez vu le film Platoon. Platoon, c'est le personnage qui est joué par William Dafoe qui reste encore humaniste, et qui n'est pas d'accord sur les excès, sur les violences, sur les brutalités inutiles contre les populations viettes. Bon, il finira, voilà. Si vous n'avez pas vu le film, je ne veux pas vous spolier, mais voilà, tout est dit, hein, j'ai l'impression. Donc, alors évidemment, c'est les vacances, donc ça tombe bien. Les gens là sont plutôt dans le plaisir, dans l'évasion, dans respirer l'air pur. Mais à la rentrée, parce que je vous rappelle aussi que économiquement, la France, elle est plutôt en mauvaise posture. Hein. Mais c'est pas grave, hein, on va allonger des milliards à droite à gauche. Là, on a un plan de relance qui est en préparation parce que le premier plan de relance, on se rend compte que il n'a pas marché. On se demande pourquoi. Mais à côté de ça, on a Emmanuel Macron qui nous promet une reprise de croissance de 6%. Moi, je veux bien. Déjà que le maire vient de se faire tacler méchamment en moins de 72 heures par Washington, hein, lui qui chantait que ça y est, ils avaient trouvé un compromis, un début d'accord sur lequel ils pourraient taxer les entreprises du numérique à 15%, etc. Oui, mais Washington dit non. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on va accepter de faire taxer nos compagnies américaines à 15% de taxes? Déjà qu'on a du mal à essayer de les garder aux États-Unis avec... Non. Et puis là, tout d'un coup, la solidarité fiscale internationale, comme d'habitude. Hein. Et dans toute cette affaire, il y a aussi un autre thème qu'on ne parle plus, c'est les migrants. Les migrants ont disparu. Bon, de temps en temps, on en parle quand il y a un petit blanc qui se fait trucider, massacrer, violenter, brutaliser, violer. Mais on n'insiste pas trop. Vous comprenez? En revanche, si jamais demain, il y a des Français qui font un forum contre des migrants, etc. Alors là, vous avez des manifestations dans toutes les grandes villes de France, halte au racisme, etc. Ah là, oui, là, ça fonctionne très bien. Mais dans le sens inverse, non. Ça aussi, il y a un moment donné, il faut bien prendre conscience qu'on est en train de faire monter les conflits ethniques dans la société française. On fait tout pour que les gens finissent par se taper les uns sur les autres. Diviser pour mieux régner. On incite, milite, motive le communautarisme. D'un côté, l'Europe aussi joue son rôle, hein, puisqu'elle vient de débloquer une aide de je ne sais plus combien de milliards d'euros pour aider les pays, je crois 100 milliards d'euros, pour aider les pays à l'intégration des migrants. Ça veut dire quoi l'intégration des migrants? Déjà, ça veut dire les loger, les nourrir, les former. Parce qu'économiquement, il va falloir qu'à un moment donné, ces gens-là, ils
Ils gagnent de l'argent pour payer des taxes, pour payer leurs impôts. Parce que c'est bien l'objectif qu'on veut. C'est compenser la démographie, les pertes de démographie en France ou dans d'autres pays européens. Parce que fiscalement, quand vous êtes à 110% ou 120% de votre PIB de dette, pour pouvoir continuer à emprunter, il faut faire augmenter la démographie. Pour dire, oui, mais attendez, regardez, on aura 5-6% de population en plus chaque année grâce aux migrants. Alors que les modèles économiques aujourd'hui font la démonstration que c'est plutôt l'inverse. C'est qu'il ne faut pas s'inquiéter de la démographie. Qu'est-ce que vous voulez? Plus de consommateurs. Donc consommer plus. Donc plus d'énergie. Et vous allez la fournir comment, cette énergie? Et même fiscalement, déjà on a presque 6 millions de chômeurs en France. C'est-à-dire que vous allez prioriser les migrants à trouver du travail plutôt que les nationaux. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, les retraites. Qui va payer vos retraites? Si à un moment donné on se retrouve inactif pour 2 retraités, comment on va payer les pensions? Comment on va payer les retraites? La réforme des retraites l'année prochaine, peut-être, si tout va bien. Je veux dire sincèrement que pour les retraites, c'est pas un problème dans le sens où on peut refondre un système fiscal pour financer les retraites. C'est parfaitement quelque chose qu'on peut trouver. Mais c'est pas le genre de réforme qu'on veut. Non, parce que ce qu'on veut, c'est comme la même chose qu'on veut avec le système de santé. C'est la même chose qu'on veut avec le système d'éducation. C'est la même chose qu'on veut avec le système public, avec la sécurité. C'est détruire. On veut détruire le régime de santé français pour ouvrir le marché au privé. On veut détruire le système de santé. Là, vous avez beaucoup de professionnels de santé qui annoncent qu'ils veulent partir, démissionner, etc. et qui sont en train de dire, quand il y aura la 4e vague, la 4e vague, vous n'aurez plus suffisamment de personnel. Ne vous inquiétez pas, le personnel, ils le trouveront. C'est-à-dire qu'ils feront venir du personnel de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, du Pakistan peut-être aussi, je ne sais pas. Enfin, de pays au moins francophones, qui paieront 15 ou 20% moins cher qu'un Français. Comme ils ont fait aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez plein de compagnies à un moment donné pour réduire les frais de personnel. Ils ont remplacé des employés américains par des étrangers. Et ça a créé un dumping social, si bien qu'aujourd'hui, même une infirmière, elle gagne pratiquement pas le SMIC. Enfin, SMIC, l'équivalent un petit peu américain, si vous voulez. Mais clairement, aujourd'hui, une infirmière, c'est quasiment toutes les infirmières que vous avez aux États-Unis sont déjà des gens condamnés à vie à la dette. Parce qu'évidemment, il faut qu'elles payent leurs études. Hormis celles qui sont boursières, etc., qui encore à la rigueur peuvent s'en sortir. Mais en règle générale, ceux qui ont bénéficié de bourses arrivent à trouver des bons boulots, voire même évoluer avec d'autres formations, et se spécialiser, etc. Mais il y a une déliquescence de la qualité du métier. Et c'est ce qu'ils vont faire en France. Aujourd'hui en France, vous avez des économistes qui considèrent que les médecins, les urgentistes, les chirurgiens, les infirmières, les aides-soignants sont trop payés. Ils sont trop payés. Ils ont trop d'avantages sociaux. Ils ont trop de protection sociale. Donc il faut casser le modèle français. Donc une fois que vous aurez détruit le modèle français, quand si à septembre, octobre, il y a une 4e vague, et puis tout d'un coup, tout le monde va hurler parce qu'il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de personnel, et l'État dira, ça y est, voilà, nous vous présentons la faillite de notre système de santé. Nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés d'ouvrir le monopole au privé. Et vous vous retrouverez donc avec un système de santé publique, mais qui sera comme celui des États-Unis, c'est-à-dire un ersatz de système de santé publique,
Et que si bien que si vous voulez de la qualité, ou plus ou moins de la qualité, ben vous êtes obligé de vous orienter vers le privé. Sauf que le privé, évidemment, c'est pas le même prix. C'est compliqué, c'est avec des options, etc. Et que ceux qui fument, etc. Je rappelle, hein, entre 200 et 400 $ par mois pour ceux qui fument. Donc, vous comprenez pourquoi aux États-Unis, il y a des Américains qui perdent leurs assurances santé parce qu'ils ne se déclarent pas fumeurs. Sauf que le jour où ils sont un peu malades et que là ils sont obligés de consulter, forcément, ils ne passent pas inaperçus que ce sont des fumeurs. Sauf que le médecin, quand il regarde le dossier, vous avez déclaré que vous êtes non-fumeur, donc c'est une clause de rupture de contrat, nous vous faisons une rupture de contrat. Donc vous perdez votre assurance santé et donc vous perdez tous vos bénéfices. Voilà. Ça se passe comme ça hein, aux États-Unis. C'est-à-dire que toutes les assurances santé, il y a des contrats avec des lignes. C'est-à-dire que vous devez déclarer sur l'honneur tout ce qui doit être déclaré sur l'honneur, et si sur ce que vous avez déclaré vous avez menti, si jamais ils s'en rendent compte, c'est une clause de rupture de contrat. C'est que vous perdez votre assurance santé. Même pire, il y a parfois des compagnies d'assurance santé qui vont porter plainte contre vous, qui vont vous traîner devant les tribunaux pour, comment on appelle ça, pour parjure, pas parjure, mais défaut, ou je ne sais plus le terme exact. Enfin bon, bref. Donc ça aussi, ce qui est en train de se passer là, devant vos yeux, ça fait partie du plan de la destruction du système de santé français. Je ne sais pas franchement comment la situation peut tourner aussi mal. Encore, il y a peut-être un an, on pouvait espérer que les Français réagiraient. Ils iraient dans la rue, ils iraient foutre le bordel. Pourquoi pas déclencher une insurrection, une révolution, pourquoi pas? Là, c'est là qu'on se rend compte que le conditionnement d'un peuple à des principes et des valeurs démocratiques, finalement, alors en effet, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, hein, la remise en question de la démocratie, c'est pas une remise en question de la démocratie dans le fond, mais dans la forme. C'est-à-dire que dans le fond, la démocratie, en effet, peut être un des modèles aujourd'hui les plus efficaces et les plus acceptables pour faire fonctionner un régime, pour faire fonctionner un pays. Mais après, c'est la forme. Et la forme, force est de constater que malheureusement, la forme aujourd'hui a dévoyé le bénéfice de ce que la démocratie peut apporter à un pays, à un peuple. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la République, elle est aujourd'hui en train de servir les intérêts d'une minorité, d'élites, de bien-pensants, de petits soldats, des mondialistes, des globalistes. Donc par rapport à tout ça, voilà ce que moi j'ai pu maintenant noter. Donc on a 45 000 € d'amende pour ceux qui ne contrôlent pas le pass sanitaire des usagers de leurs établissements, prévoit le projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc oui, c'est l'Ausweis. On en serait à croire que les visés dans l'histoire, ce ne sont pas les non-vaccinés, mais les petits artisans, petits commerces survivants qu'on a décidé de génocider. Ça, moi, je pense que c'est ça. Enfin, c'est ça. Disons que c'est utiliser un prétexte pour gagner sur les deux tableaux, si vous voulez. Alors, il y en a certains qui me diront, oui, mais quoi ça sert? Pourquoi liquider les petits artisans, etc. Ben, tout simplement pour ouvrir du marché. C'est-à-dire que, imaginez dans une petite ville, vous avez 100 restaurants. 100 restaurants qui satisfont, de par la diversité, etc., à la demande. Sauf que vous avez des grosses enseignes, des grosses chaînes, qui aujourd'hui, alors c'est McDonald's, c'est LRT en France, alors il y a un Buffalo Grill, toutes ces grosses chaînes hein, de restauration, aujourd'hui ils sont arrivés au maximum de leur capacité. Donc il leur faut pouvoir aller plus loin. Et pour aller plus loin,
Ils ne peuvent pas aller plus loin, puisque là, les zones d'achalandise, ça y est, c'est saturé. En plus, avec une baisse du pouvoir d'achat. Eh bien, si dans une petite ville, vous avez 100 restaurants, et que grâce à une crise, vous réussissez à éliminer au moins 50 à 60% de ces 100 restaurants, eh bien, les chaînes, elles vont pouvoir récupérer la part de marché. Puisqu'il n'y aura peut-être plus suffisamment de restaurants pour satisfaire à la demande. Donc les grosses chaînes, elles arrivent, boum. Et ça, vous pouvez le vérifier pour tous les secteurs d'activité commerciale. Ce qui se passe aujourd'hui avec le e-commerce et les grandes surfaces. Les grandes surfaces aujourd'hui, hormis peut-être pour ce qui concerne l'alimentaire, l'alimentaire reste encore quelque chose qu'on a besoin d'acheter, qu'on a besoin de voir, de palper, ne serait-ce que par exemple les fruits et légumes, etc. Mais pour le reste, tout ce qui est produits culturels, etc., vous remarquez que, regardez, même la Fnac, depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans, ne fait pas que de la vidéo, de la technologie, ou des produits culturels de type livres, vidéos, etc. Aujourd'hui, la Fnac, alors je ne sais plus, c'est Darty qu'ils ont racheté, je ne sais plus. Confirmez-moi dans les commentaires, je ne sais plus. Mais maintenant, ils font de l'électroménager. La Fnac faire de l'électroménager. Ok. Donc réfléchissez bien à ça, parce que c'est, voilà, je vous dis, la pandémie est aussi l'occasion de gagner sur plusieurs tableaux, sur le plan sociétal, idéologique et économique. Placement à l'isolement pour 10 jours de toute personne positive au coronavirus. Autorisation de sortie entre 10h et 12h. Trop sympa, merci. Donc c'est un confinement. Les personnes qui seront détectées comme positives au coronavirus seront mis à l'isolement pour 10 jours. Et attention, c'est bien précisé, positive au coronavirus. Vacciné ou non vacciné. Quand on sait que les vaccinés peuvent être porteurs du virus, vous voyez là le bordel. Et puis évidemment, comme tu seras mis à l'isolement pendant 10 jours, comment ça va se passer au niveau de l'emploi? Comment ça va être considéré? Est-ce que c'est considéré comme arrêt maladie? Est-ce que ça bénéficiera du système des arrêts maladie, etc., pour éviter que les gens perdent leur boulot? Ou est-ce qu'en effet, on les retirera de la société, on les confinera chez eux pendant 10 jours, sans compensation derrière, on n'en sait rien. Il n'y a rien de précisé. C'est quand même énorme, non? Il y a une vidéo qui ressort, une vidéo de M. Attali de 2016, où il parle d'une révolution avant 2022. Force est de constater quand même que M. Attali, on peut aimer ou pas aimer, mais dans ce qu'il, des fois, ressentait ou prédisait, on peut dire que le gars, alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal parce qu'il est de ceux qui sont les artisans. Mais oui. Le rôle d'Attali, c'est de préparer les esprits. Il dit une prédiction, mais en réalité, c'est peut-être pas une prédiction. C'est que déjà, il sait que les pièces du puzzle sont en place pour que ce qu'il prédit soit inévitablement réalisable, applicable. L'Agence européenne des médicaments, l'AMA, a annoncé mardi qu'elle analyserait les données relatives à des rares cas de syndrome de Guillain-Barré chez les personnes ayant reçu le vaccin contre la Covid-19 de Johnson & Johnson, le Janssen. Après un avertissement des autorités américaines. Vous la voyez là ou pas, le truc là? Le CDC américain a en effet quelques jours annoncé qu'il y avait un risque qu'il y ait un syndrome de Guillain-Barré chez des gens qui sont vaccinés avec le Janssen. Soyons clairs, le CDC
part du principe qu'il peut y avoir une probabilité forte que le vaccin de Johnson & Johnson provoque un syndrome de Guillain-Barré. Donc eux, ils prennent des précautions sur le plan pénal, sur le plan sanitaire, en disant attention, d'où on prévient qu'il y a un risque. Alors évidemment, quand le CDC américain dit ça, en Europe, ils disent oh, attendez, on va vérifier. Mais attention, on va vérifier. Comment on va vérifier? En sachant que derrière, là, vous avez tout le lobbying des labos qui sont sur le dos des mecs et qui leur disent bon, écoutez, là, les Américains, ils nous ont poignardé dans le dos. Par contre, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'à l'échelle européenne, vous fassiez un communiqué, que vous fassiez une petite étude, etc., histoire d'eux, mais qu'au final, vous disiez, comme ce que vous avez fait pour l'AstraZeneca, en disant il est possible que, il est probable que, mais rien n'est prouvé. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous faisons la mesure de précaution sur ce vaccin, mais nous ne le condamnons pas sur ce risque. Là, vous les avez, là, les lobbying des labos qui sont en pleine action en Europe. Pour les médias étrangers, Macron a déclaré la guerre aux non-vaccinés. La traque, la guerre est une volte-face complète. La presse européenne s'emballe à l'annonce faite d'Emmanuel Macron concernant l'éventuelle vaccination pour tous. Même Merkel, elle a dit... Elle est gênée, Merkel. Elle est gênée. « 76%, paraît-il, approuvent les mesures de Macron. » 76%. Comment 76% de Français peuvent être d'accord avec les mesures de Macron? Alors, il y a deux solutions. C'est soit ces 76% sont des futurs collabos, les mêmes qui ont vendu des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation, ou alors, ces 76%, on a été les chercher chez les électeurs de Macron. C'est-à-dire, comme je vous l'avais expliqué dans mes précédentes vidéos sur les instituts de sondage, c'est-à-dire que les instituts de sondage vont aller interroger des gens dans des collectivités, dans des mairies, dans des régions, dans des secteurs, dans des circonscriptions qui ont été majoritairement pour Macron. Donc forcément, si vous allez dans un arrondissement, dans une circonscription où Macron a fait 60-70% dans des élections, etc., ben vous êtes sûr de trouver 76% de Français qui sont d'accord avec Macron. Sauf que sur Twitter, il y en a qui font des sondages, et là par exemple, il y en a un qui a fait un sondage sur 1257 personnes, 92,8% sont contre les mesures de Macron. Évidemment, ce n'est que 1257 personnes. Beaucoup de gens se feront vacciner car ils n'auront pas d'autre choix pour vivre ou survivre. Il faudra les aider et les accompagner, pas les insulter ou les vilipender. C'est très important. En effet, qu'on soit bien clair, si on est contre les mesures de Macron en légitimant le fait que la vaccination est un droit de choix, il faut qu'on maintienne ce principe dans l'autre sens. C'est-à-dire que les gens qui décident de se vacciner, ils décident de se vacciner. Point. Mais on ne va pas les vilipender, on ne va pas les... Ouais, vous êtes en train de trahir, etc. Non. Ce que l'on critique, c'est la méthode de Macron. Après, qu'il y ait des gens qui se vaccinent pas, etc., ça, c'est le choix de chacun. Moi, j'ai fait le choix de me faire vacciner. Mais c'est pas pour autant parce que je suis vacciné que si je travaille avec des non-vaccinés, je vais leur dire, ça serait bien que tu te fasses vacciner quand même, parce que tu comprends. Non, c'est leur choix. C'est leur choix parce que moi, personnellement, je pense que l'immunité collective fonctionnera à terme. Que une grande partie de gens vaccinés feront en sorte que ça protégera en effet plus ou moins une recontamination, voire une contamination mortelle. En revanche, les plus faibles, là, eux, en effet, les personnes à risque, etc., eux doivent être accompagnés, doivent être suivis, et
c'est leur choix de se dire autant me protéger avec un vaccin que pas du tout. Ou compter sur des traitements palliatifs, préventifs, etc., comme l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, etc. C'est un choix. Le choix légitime de chacun. Mais là, ce qu'on est en train de critiquer, c'est la méthode de l'État pour obliger les gens à se vacciner. C'est le chantage. Le procédé du chantage. Si vous ne vous faites pas vacciner, on vous prive de loisirs. On vous prive, voire même d'aller faire vos courses pour manger. D'après Macron, la vaccination est indispensable pour préserver notre santé. Alors pourquoi ne fait-il pas piquer les policiers? Ils sont en contact permanent avec la population. En contrepartie, pourquoi fait-il vacciner des ados de 12-17 ans alors qu'ils n'ont aucun risque? Voilà, le genre de questions séditieuses. Et là, en effet, là, dans les jours à venir, les gens vont sur les réseaux, etc., vont dire, mais attendez, les mesures de Macron, c'est soi-disant pour protéger, pour inciter à la vaccination, mais derrière, vous n'obligez pas des acteurs essentiels de votre oligarchie, de votre dictature, d'être vaccinés. Je vous le dis, ça va être l'incohérence du truc. C'est que des policiers vont avoir le droit de rentrer dans des établissements pour vérifier s'il n'y a pas de gens non vaccinés, alors qu'eux-mêmes ne sont pas vaccinés. Mais vous n'aurez pas le droit de remettre en question l'incohérence de la chose. Pourquoi? Parce que la police est l'autorité dépositaire de l'État, et que c'est à elle qui fait les lois. Et qu'on n'a pas à discuter sur le fait si elles sont vaccinées ou pas vaccinées. Régime chinois, voilà. C'est quand vous avez des policiers ou des militaires chinois qui débarquent chez vous, si vous en reconnaissez un comme étant ou ayant eu des propos, machin, ben non, c'est un policier. On lui a donné un pouvoir, donc il use de ce pouvoir pour faire ce pourquoi il est payé. C'est pourquoi il s'est vendu au système, sans vergogne, sans éthique, sans morale. Je vous invite, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, où j'ai mis un petit zapping. Et à la fin du petit zapping, je vous ai mis cette fameuse vidéo du film, extrait du film de Icône Icare. Tout est dit. Le pass sanitaire, test négatif, preuve de vaccination complète, s'applique aux plus de 12 ans et va être étendu sur tout le territoire pour les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, comme les cinémas et les parcs d'attractions dès le 21 juillet. Vous imaginez que les adolescents, c'est quand même une cible. Économiquement, aujourd'hui, c'est une cible. Qu'ils aient de l'argent de poche ou que ce soit les parents qui payent. Donc ça veut dire que les parents vont pouvoir, si les parents sont vaccinés, vont pouvoir aller dans les parcs d'attractions, mais sans les gamins. Parce que les gamins ne sont pas vaccinés. Rétropédalage. Le pass sanitaire ne s'appliquera aux 12-17 ans finalement qu'à partir du 30 août. Et les salariés des établissements auront jusqu'au 30 août pour être vaccinés. Les salariés des établissements. Ça veut dire quoi, établissement? Ça veut dire même les entreprises? Établissements concernés par le pass sanitaire. Le fait de ne pas contrôler le pass sanitaire des usagers pourrait être passible d'une peine allant jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme en 1940, quand la police française et la Gestapo avaient les pleins pouvoirs d'aller où ils voulaient, de rentrer où ils voulaient pour contrôler qui ils voulaient, on va se retrouver exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'on va voir débouler des policiers. Puis attention, ça ne sera pas n'importe quel policier, on va choisir les policiers les plus dociles,
Et quels sont les policiers les plus dociles, si ce n'est les plus arrivistes, les plus cupides? Parce que les policiers qui sont un petit soit peu intelligents, qui ont un peu encore d'éthique, bon, ceux-là aujourd'hui, ils sont en arrêt maladie. Ils ne veulent pas être les complices. Quand les cons voleront, tu seras chef d'escadrille. Quand les cons voleront, tu seras chef d'escadrille. Ça, c'est une phrase qui vient d'Audiard. Force est de constater qu'Audiard, aujourd'hui, il prend tout son intérêt, il prend toute son importance. Parce que quand vous avez McFly et Carlito qui montent dans les avions de la patrouille de France pour faire le défilé le 14 juillet, c'est-à-dire qu'on fait monter 2 youtubeurs parce qu'ils ont fait un jeu à la con, pour une vidéo à la con, avec un président à la con. En revanche, les mecs qui se font canarder au Mali, en revanche, ceux qui ont sauvé des vies, en revanche, ceux qui sont aujourd'hui affublés d'un titre de héros pour avoir fait quelque chose de noble, d'enrichissant, d'avoir eu des idées, des projets dans la solidarité, etc. Eux, ceux-là, c'est vrai qu'on préfère donner la Légion d'honneur au préfet l'Allemand, qui est certainement le préfet de Paris le plus contesté de toute l'histoire de France. Déliquescence. La déliquescence et la destruction de l'État-nation passent à tous les niveaux. Valeurs, morale, éthique. On est en plein dedans. Alors l'agence France-Presse, contre la dictature, contre le pass sanitaire, plusieurs milliers de personnes ont manifesté en France aujourd'hui pour protester contre les annonces d'Emmanuel Macron le lundi soir concernant le pass sanitaire et la vaccination. Plusieurs milliers. Là, on ne dit pas plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers, on dit quelques milliers. On réduit le chiffre. Donc quelques milliers, ce qui est assez paradoxal finalement, puisque quand on vous présente un sondage comme référent de l'opinion de 68 millions de Français, que 56% sont d'accord avec Macron, et qu'on voit que ce sont qu'un panel de quelques 1000 ou 1500 personnes qui ont été interrogées, là c'est représentatif. Par contre, 1400 personnes qui manifestent dans une... c'est pas représentatif. Vous voyez l'incohérence du truc. Ça devient du délire. Alors en revanche, oui, là, une petite info. Un document de la Direction Générale de Sécurité Intérieure, de la DGSE, qui révèle Libération, atteste que l'État avait connaissance d'un accord passé entre le cimentier et l'organisation terroriste dès l'été 2014. La Cour de cassation doit se prononcer jeudi sur la mise en examen de l'entreprise. Là, on parle de Lafarge, souvenez-vous. L'état d'urgence sanitaire va être prolongé jusqu'au 31 décembre dans le projet de loi qui sera étudié le 21 juillet à l'Assemblée nationale. Vous voyez, je vous le disais. Le régime transitoire d'état d'urgence sanitaire décidé pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19 va être prolongé du 30 septembre au 31 décembre, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement, M. Yvan Tall. Le gouvernement proposera dans le projet de loi présenté au Conseil des ministres le 19 juillet que le régime transitoire mis en place le 2 juin après la sortie de l'état d'urgence soit prolongé jusqu'à la fin de l'année, a précisé Gabriel Attal. Yvan Attal, c'est l'acteur, tant pour moi. Donc là, vous avez... tout est repoussé au 31 décembre. Donc vous en avez jusqu'à la fin de l'année. Sous réserve qu'il ne fasse pas un reprolongement à l'année prochaine. Donc conservant les outils de pression sur les Français pour les obliger à se faire vacciner.
Là, sincèrement, je vous le dis, hein, je suis bien content de vivre aux États-Unis, là. Même si c'est pas forcément tout bénef, hein, mais au moins aux États-Unis, on peut vivre. On revit. Alors justement, je vais terminer cette vidéo là-dessus. La Californie, justement, on en parle. Alors actuellement, il faut savoir que là, il y a eu le cône de chaleur à l'ouest. Là, il y a eu le... Nous, si on n'a quasiment rien eu, mais il y a un ouragan là, qui est allé jusqu'à New York, il y a eu des inondations partout, etc. Mais la Californie, on a parlé, hein, eh bien, le gouverneur s'est rendu compte que la situation économique est désastreuse. Et donc, du coup, impossible pour la Californie de remettre le moteur économique en marche. Du coup, le gouverneur de l'État va faire un chèque d'1 milliard de dollars pour soutenir les familles les plus touchées et les entreprises qui ont besoin d'aide. Le gouverneur Gavin Newsom a signé un SB 129, une législation qui reflète la majorité de l'accord budgétaire de l'État 2020, 2021, 2022. 2021-2022. Ce budget comprend le plus gros plan de relance économique de l'histoire de la Californie, un plan de retour à la Californie de 100 milliards de dollars. C'est 100 milliards de dollars. Vous imaginez 100 milliards de dollars. Le California Comeback Plan se concentre sur l'aide à ceux qui en ont le plus besoin et sur des investissements majeurs pour relever les défis les plus persistants de l'État. Le plan offre un allègement monétaire immédiat aux familles et aux entreprises de la classe moyenne et les plus durement touchées par la pandémie, créant le plus grand remboursement d'impôts d'État de l'histoire américaine et le plus grand programme d'aide aux petites entreprises du pays. Donc vous voyez, la Californie, hein, qui est un des États les plus riches des États-Unis. Donc, force est de constater que même eux, aujourd'hui, n'arrivent pas à s'en sortir économiquement. Mais c'était déjà le cas avant. C'est que ça commençait déjà à être un problème sur le plan fiscal. Mais le problème, c'est qu'en France, là, aujourd'hui, on est sous le coup de ces annonces de Macron. Mais ça fait presque oublier les aspects économiques. Là, aujourd'hui, aux États-Unis, les prix ont augmenté dans beaucoup de domaines. Pas plus tard qu'hier, par exemple, avec ma femme, on s'est acheté un chinois. Pas toujours même chinois, ça nous coûtait avant 16,50 $. Là, hier, on prend exactement les mêmes plats, ça nous a coûté 18,60 $. Le paquet de chips, je vous ai dit, paquet de chips aux États-Unis, le gros paquet de chips, c'était 2 $, 2,40 $. Là, il est à 3,50 $. L'essence, tout. Plein de trucs, tout d'un coup, ont pris au moins 50 cents ou 1 $. Et je pense qu'en France, si vous regardez bien, eh bien c'est la même chose. La pénurie. Alors je ne vais pas revenir sur la pénurie, je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, longue vidéo, hein, autant pour moi, excusez-moi. Mais on y reviendra parce que là, c'est les vacances. Donc, hormis ces annonces de Macron, les Français qui sont en vacances, c'est quand ils vont revenir que là, ils vont la sentir. Quand tout d'un coup, ils vont vouloir aller au troquet, etc., passe sanitaire. Ok, vous êtes vacciné, donc vous pouvez rentrer. Bon, par contre, si vous faites un test PCR, s'il est positif, même en étant vacciné, vous comprenez que vous ne pourrez pas rentrer, parce que vous avez le Covid, même en étant vacciné. Mais comme les PCR vont devenir payants, donc vous ne ferez pas de PCR. Donc quel est l'intérêt de faire le pass sanitaire entre les non-vaccinés et les vaccinés, quand de toute façon un non-vacciné peut très bien ne pas être détenteur du Covid et donc non contaminant. En revanche, un vacciné peut posséder le Covid et peut être contaminant. Et là, vous allez me dire, ah oui, mais justement, l'intérêt, c'est de protéger les non-vaccinés des vaccinés contaminants. Alors dans ce cas-là, pourquoi les non-contaminés ou les contaminés peuvent-ils continuer à se brasser dans les métros, dans les bus, dans les trains intercités ou franciliens? C'est pas cohérent.
Je terminerai par cette vidéo par cette phrase que je dis toujours, en quelque circonstance que ce soit. Dans ce genre de situation, toujours se poser cette question. À qui profite le crime? Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon courage.